Merci beaucoup, bonjour à tous. Je commence. Vas-y, oui, hein. Donc, David Villon, avocat au barreau de Montpellier. Certains m'ont peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, puisque j'ai créé une chaîne YouTube. J'expliquerai tout à l'heure si ça nous permet de pourquoi j'en suis venu à créer cette chaîne YouTube. Et j'ai été invité aujourd'hui pour parler de la visibilité. Merci. Patrice Imbert, avocat au barreau d'Aix-en-Provence et spécialisé en dommages corporels et en responsabilité médicale. Et selon mes deux filles, youtubeur. Et j'en suis pas fier du tout. Parce que je suis, et on est avocat avant tout, et finalement, les réseaux sociaux, c'est qu'un moyen de plus de pouvoir communiquer, mais c'est, pour moi, personnellement, en tout cas, pas une fin en soi. Voilà. Du coup, on va encore introduire le sujet de déjà pourquoi se lancer un peu dans la communication. Est-ce que c'est quelque chose qui doit forcément se faire? Oui ou non? Enfin voilà, je pense que vous voyez tous sur les réseaux sociaux des gens qui communiquent. On parle d'influenceurs du droit. Enfin voilà, c'est tout un concept. Et donc l'idée, c'est un peu de décrypter ce sujet. Donc est-ce que vous avez un avis dessus? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager là en ce moment sur ce que vous observez? Oui, alors, c'est un sujet qui est récurrent et moi, j'y ai vu, à partir des années, 2010. J'ai prêté serment en 2006 et en 2010, on a une triple révolution. On a la révolution qui est informationnelle, on a une révolution, du comportement et également une révolution de la concurrence. Alors, d'un point de vue informationnel, qu'est-ce qui se passe en 2010 avec, Google? Google démocratise un accès au droit. C'est-à-dire que systématiquement, les justiciables allaient sur des blogs pour consulter à la fois la règle de droit, mais Google a permis aussi d'avoir un accès à Légifrance, à la Cour de cassation. Et donc, le justiciable, il a pu avoir des informations, mais la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'il comprenait ces informations? Donc ça, c'est la première révolution qu'on a en 2010. Ensuite, on a une révolution qui est comportementale avec ce qu'on appelle le marketing digital. C'est-à-dire que le client qui est dans une rue, qui voit une belle plaque et qui rentre chez l'avocat, ben, moi personnellement, je ne l'ai jamais vécu. J'y crois plus. Qu'est-ce qui se passe dans les comportements des internautes? C'est quoi? C'est aller chercher des informations sur ce professionnel, les avis Google, qu'est-ce qu'il produit, quelle est sa spécialisation ou son expertise. Donc il y a eu cette révolution et ensuite il y a eu la révolution concurrentielle puisque, et ça permet de continuer, hein, puisque de plus en plus de confrères sont apparus avec des sites internet sur la toile, et à ce moment-là, il fallait bien pouvoir répondre à cette concurrence si on n'avait pas le cabinet le mieux placé de la ville. Donc, moi, j'ai vu ces révolutions au fur et à mesure, et lorsque des plateformes nous ont permis, de manière gratuite, de pouvoir accéder à un diffuseur d'informations, eh bien, je m'y suis engouffré. Je me suis surtout engouffré dernièrement. C'est-à-dire que j'ai créé mon blog comme beaucoup de personnes. Et pour parler d'IA, puisque c'est un peu le sujet aussi, lorsque ChatGPT 3.5 a été mis à disposition, on était le 5 décembre 2022, eh bien, immédiatement, j'ai ressenti une opportunité de pouvoir créer du contenu. Et mon blog, qui avait à peu près 5000 visites par mois, à ce moment-là, a pu exploser. Pourquoi? Parce que le temps que je passais le samedi matin à rédiger mon petit blog, mon petit article de la semaine pour expliquer un cas, une jurisprudence ou expliquer une disposition légale, ben, à ce moment-là, j'ai pu avoir un levier. C'est la poussée d'Archimède qui m'a permis de multiplier par 4 mon contenu. Donc, au lieu d'avoir un contenu qui était publié tous les lundis, eh ben, c'était le lundi, le mercredi, le vendredi et parfois même le week-end. Et le levier a été énorme parce que mes visites, avec l'algorithme de l'époque, et on va parler des algorithmes parce que je crois que ça a une incidence énorme sur notre exercice en tant que professionnel du droit, mais aussi en tant qu'utilisateur de ces réseaux. Eh bien, très rapidement, j'ai multiplié par 2, 3, 4, 5 pour arriver en janvier 2024 à plus de 220 000 visites de mon site internet par mois. Donc, c'est un levier qui est énorme. Par contre, il y a aussi
l'envers du décor. On en discutera après. Merci. On en a déjà un peu parlé. Nous, j'ai un peu l'impression que c'est une répétition, mais on va revenir dessus. J'avais envie, peut-être dans cette conférence, je ne sais pas combien de temps on a, peut-être de faire naître des vocations. Si parmi nous, on a des confrères qui se posent la question de savoir si être visible, c'est bien ou pas. Moi, je pense que être visible, c'est parfois une question aussi de survie. Et là, je vais forcément parler un peu de comment moi, personnellement, je suis arrivé sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. La vie est injuste. Point. On pourrait s'arrêter là. La vie est injuste et moi, je suis quelqu'un qui est très attaché à la méritocratie. Et très longtemps, j'ai pensé que parce que je travaillais plus que les autres, parce que c'était finalement, j'allais persévérer et être effectivement bon dans mon domaine, j'allais forcément avoir les clients et la réputation qui allait suivre. Ça, c'est faux. Hein. Vous l'apprenez très vite à vos dépens. Vous arrivez sur un marché concurrentiel qui existe déjà. Il y a déjà des confrères qui sont ici, qui ont place, qui sont visibles. Et vous n'allez pas décrocher un marché public du jour au lendemain. Vous n'allez pas non plus toucher des personnes qui vont avoir des affaires médiatiques du jour au lendemain, parce que vous êtes inexistant. En fait, la seule personne qui sait que vous êtes bon dans votre domaine, c'est votre mère. Et ça, cette réalité, elle a été très dure. Pendant la crise sanitaire, j'ai prêté serment en 2018, mais bon, j'étais au scribe pendant 2 ans, donc c'est pas vraiment là que ma carrière a débuté. Elle commence en 2020, un peu avec perte et fracas. À midi, nous sommes confinés. À 11h, je suis suspendu de ma collaboration. J'en veux pas du tout au confrère, c'est pas le sujet. C'est heureusement qu'il a fait ça. Merci à lui, parce que grâce à lui, j'ai commencé à réaliser que d'un coup, je n'avais ni argent, ni relation, ni famille, et qu'il allait falloir que je me bouge. Et à ce moment-là est venue donc la question de, on est tous confinés, certains font des pâtisseries, et moi je me suis dit, bah, peut-être que c'est le moment, peut-être d'être un peu plus visible. Donc je suis arrivé sur les réseaux sociaux. Je constatais que j'avais des positions considérées peut-être un peu comme complotistes. Moi, je trouvais que c'était un débat juridique, mais bon, c'était à un moment donné de notre vie politique où c'était très tendu quand même d'avoir certaines positions. Et comme on ne me donnait pas la parole, je me suis dit, bah, je vais faire ma chaîne YouTube. Comme ça, au moins, je vais pouvoir évoquer ce que j'ai envie de parler, et puis personne ne me le reprochera. Je me suis fermé des portes, évidemment, mais ça m'en a ouvert énormément. Et c'est là que la méritocratie revient. C'est-à-dire, le monde est injuste, mais vous pouvez quand même vous battre pour qu'il soit un peu plus juste. Les réseaux sociaux, ça permet de faire ça. C'est-à-dire, vous n'êtes personne, et du jour au lendemain, vous pouvez avoir une audience. Cette audience, elle peut se transformer en des partenaires, en des clients. Et donc, vous partez de vous n'avez rien à un moment donné à plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années plus tard. Vous pouvez vous retrouver, comme moi aujourd'hui, avec une équipe de 12 personnes avec qui je travaille. On a d'ailleurs ici la régie qui est présente. Donc, ce n'est pas la régie officielle, hein, c'est mon équipe en fait, qui est là aujourd'hui, puisqu'on va profiter de cette conférence aussi pour la mettre sur YouTube. Et donc, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous y abonner. Voilà, c'était une petite introduction. Alors, moi j'ai vu 5 bénéfices très nets. Le premier que j'ai pu constater, c'est de renforcer son autorité. Google, dans le cadre du référencement de vos pages web ou bien des vidéos, lorsqu'il n'y a pas le fameux mode pour que vous donniez Shadow, on va en discuter après, normalement, il va privilégier à la fois l'expérience, l'expertise, l'autorité et la fiabilité du contenu qui est produit, proposé aux personnes qui vont le consulter. Donc c'est le premier bénéfice, c'est l'autorité. En tant que professionnel du droit, c'est une opportunité qui s'offre à vous de pouvoir expliquer comment vous exercez votre métier. Le second bénéfice, c'est également celui d'avoir une clientèle qui est qualifiée. C'est-à-dire que si je traite dans mes vidéos que du dommage corporel, eh bien, ça m'étonnerait que j'ai un client qui vienne me voir pour un divorce s'il a vu ma vidéo. Donc, c'est bête à dire ça, mais ça vous permet de commencer à devenir expert dans vos domaines et un jour passer la spécialisation auprès du CNB. Je vous le conseille. C'est des nuits blanches, attention, hein, parce que c'est une remise en question, c'est une lettre de travail avec un dossier à préparer. Mais quoi qu'il en soit, la visibilité sur les réseaux permet donc cette clientèle qualifiée. Le second et le troisième bénéfice, et ce n'est pas le moindre, c'est justement de pouvoir permettre un accès au droit. C'est la pédagogie du droit.
C'est-à-dire que vous allez vulgariser des notions et les transmettre à vos clients. Et vous devez à tout prix vous rappeler que Robert Badinter écrivait que la justice n'est rien si elle n'est pas comprise. Et donc, c'est faire également œuvre de justice lorsque vous communiquez sur les réseaux dans un cadre juridique. Le quatrième bénéfice que j'ai noté, et c'est pas le moindre, c'est construire sa marque personnelle. C'est le branding. Et je trouve que c'est vraiment pour des jeunes confrères, et pas que jeunes, peu importe, mais c'est une opportunité de pouvoir travailler sur sa marque et du moins travailler sur ce dont vous souhaitez communiquer. Puisque moi, il n'y a personne qui va m'imposer le sujet sur lequel je vais pouvoir traiter. Donc ce sont des sujets en général. Ma chaîne, vous avez plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur de l'IA et le droit. Voilà, moi c'est très pointu, mais ça me permet moi de communiquer auprès de mes confrères sur les évolutions, un peu ce qui est permis aujourd'hui. Il y a un certain qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'être là à Montpellier. Je vais communiquer sur les dernières avancées, des derniers modèles Opus 4.7, et j'ai vu qu'il y a une sandbox qui est mise à disposition sur la confidentialité, on en parlait tout à l'heure, par Anthropic, donc il y a des choses qui se développent, etc. etc., etc., etc. Donc ça, c'est le quatrième bénéfice. Et enfin, le dernier bénéfice, et je trouve que c'est le bénéfice sur lequel je me suis le plus retrouvé, c'est le bénéfice confraternel. C'est une chance extraordinaire. Je rencontre David, je rencontre d'autres confrères, des magistrats à travers cette opportunité de pouvoir faire des vidéos, des interviews, des échanges. Et je crois que c'est comme ça qu'on grandit. Parce que c'est de l'échange, on se nourrit de tout ça. Et là encore, c'est lié à la spécialisation de la chaîne qui permet de rencontrer des personnes qui sont intéressées par ces sujets. Et voilà, donc rien que ces 5 bénéfices, je peux que vous inciter à essayer de créer vos contenus. Alors, je peux juste rebondir sur cette partie-là. C'est vraiment l'enjeu au-delà de communiquer, c'est comment on crée une vraie communauté de gens qui vont être aussi passionnés par les sujets qu'on diffuse. Et enfin, ça me fait beaucoup écho et on constate, hein, au plus on communique dans les sujets un peu clés, dans les niches dans lesquelles on a envie de communiquer, au plus on va développer notre communauté avec des gens qui veulent s'inspirer avec nous, rencontrer de nouvelles personnes. Et je trouve que c'est ça qui fait aussi développer enfin voilà, nos connaissances, notre réseau, nos expériences aussi passées et avoir des chaînes d'inspiration comme ça, je trouve que c'est assez unique et enfin voilà, c'est aussi, le sens, c'est pas juste être visible pour être visible, hein, c'est le pourquoi et donc tu l'as très bien expliqué et du coup, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le concret parce que si on veut être, plus concret, dire: «Demain, on a envie de se lancer», ça y est, je suis assez convaincue sur j'ai une marque, j'ai des sujets sur lesquels j'ai communiquer. En tout cas, je me sens suffisamment à l'aise pour commencer à communiquer. Concrètement, sur quel type de plateforme, vous conseillerez de commencer, et vraiment dans une méthodologie un peu de, petits pas? C'est, voilà, petit petit et après on commence à monter en expertise. Quels sont vos conseils pratiques autour de ça? Si je te propose un deal, j'attaque sur LinkedIn et je te laisse si tu veux. Allez, Ça te va? parfait. En fait, vous devez vraiment avoir conscience que les plateformes sont tout simplement spécialisées vers des clients potentiels, et vous ne verrez jamais dans le cadre de mes publications sur LinkedIn faire des présentations un peu trop dynamiques. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont dans cette communauté sont des professionnels qui attendent une information professionnelle, qu'on aille droit au but, qui privilégie, on va dire, la qualité du contenu. Je vais vous donner un exemple. À chaque fois que j'offre un guide, et ces guides font entre 15 et 25 pages, et pour moi, ça me prend énormément de temps. J'apporte une plus-value très importante parce que les guides en général pourraient même faire l'objet d'une conférence pendant 3 heures pour laquelle je pourrais être invité et être rémunéré, ou bien une formation dans des cabinets. Lorsque j'offre gratuitement un guide, je prends l'exemple du guide sur implémenter Claude dans Word, j'ai eu 1000 demandes. L'algorithme, on a fini à plus de 70 000 vues sur ce simple post. Et alors, c'est quoi le secret qui a permis cela? D'abord, c'est apporter une grande plus-value à sa communauté. Et ensuite, c'est l'interaction qu'il y a derrière. Par exemple, sur LinkedIn, c'est le temps que vous allez passer à lire un post. Mais il y a des écueils.
Il y a des fois où je passe un temps considérable à préparer ça. J'envoie mon post, toujours le matin à 7h15 et parfois pas de réaction. Au bout d'une heure, qu'est-ce que je fais? J'enlève. Pourquoi? Parce que l'algorithme, est très joueur. Si dans l'heure à laquelle vous avez publié votre post, il n'y a pas suffisamment d'interactions et eux, ils ont les statistiques, quel est le seuil? Eh bien, vous restez ce qu'on appelle dans la sandbox, c'est-à-dire que vous êtes invisible. Peut-être qu'à la fin, ce post pourra faire 800 ou 900 vues. Bon, mais c'est pas ce qu'on recherche lorsqu'on fait un travail de fond, on souhaite avoir un maximum de visibilité. Par contre, s'il y a une excitation des échanges et pourquoi transmettre un guide? Je leur dis à chaque fois, bah, écoutez, mettez-moi le mot le plus beau de votre vocabulaire et je vous enverrai ce guide. D'abord, ça me fait plaisir de voir des mots sympas. Donc, c'est de l'autothérapie. Mais en plus, c'est positif. Mais surtout, ça excite l'algorithme. Et là, d'un seul coup, ça s'emballe. Les personnes qui voient une ressource qui est gratuite à fort potentiel ou à forte plus-value, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils partagent, ils republient. Et là, ça s'emballe, ça s'emballe, ça s'emballe. Donc, LinkedIn a un algorithme particulier. Et moi, je le conseillerais sur une clientèle professionnelle, quelqu'un qui fait du droit des affaires. Il est inenvisageable que vous n'ayez pas votre compte sur LinkedIn. Je suis un peu intransigeant en vous disant ça, hein, mais en toute sincérité. Alors moi, c'est pas ma clientèle. Vous ne me verrez pas sur LinkedIn faire des publications sur le dommage corporel. Quoique j'en ai fait une fois, c'était Temia, qui est une IA spécialisée en dommages corporels. Et j'ai fait le constat, c'est qu'avec le même dossier, avec le même rapport d'expertise, si j'étais devant le tribunal administratif, j'avais environ 60 000 euros d'indemnisation. Avec les jurisprudences du tribunal judiciaire, avec le même dossier, j'étais environ à 140 000 euros de dommages réparables. Bon, donc du coup, j'ai fait un post sur ça qui a cartonné. Voilà pour LinkedIn, mais après, on pourra développer, hein. Merci Patrice. Donc quand on a répondu au pourquoi on veut être visible, d'accord, donc exister, et qu'on se demande comment, il faut aussi se poser quel est l'objectif. Où est-ce qu'on veut aller? C'est un peu comme si vous alliez dans un aéroport et vous dites je veux prendre un avion. Ok, d'accord. Vous voulez aller où? Je veux prendre un avion. Vous voyez, c'est vraiment la même chose. Donc, si on veut être visible, quel est l'objectif? À partir de l'objectif que vous vous êtes fixé, vous allez qualifier la meilleure plateforme. Là-dessus, on a grandi dessus. Enfin, je vois quand même qu'il y a des têtes assez jeunes, un peu moins jeunes, mais il y a aussi des jeunes. Donc, on a tous grandi avec cette plateforme. Donc, on connaît un peu la finalité de cette plateforme. Instagram, ça va plus être de la notoriété. YouTube, ça va plus être du contenu pédagogique. Et effectivement, moi, ce qui m'a amené sur YouTube, c'était d'avoir le temps de développer une pensée et d'être capable de pouvoir parler un tout petit peu plus longtemps que les rares interviews qu'on m'avait accordées où je parlais pendant 2 minutes et on me coupait la moitié, il retenait que les 30 secondes. Et voilà, ma réputation était faite pour la vie. Évidemment, c'était un peu court de résumer de la pensée en 30 secondes. Et donc, cette chaîne YouTube m'a permis de développer des pensées un peu plus complexes, d'avoir le temps de pouvoir développer un argumentaire, des arguments pour, des arguments contre, et puis une conclusion. Et donc, YouTube, assez naturellement, s'est imposé à moi. Une fois que vous commencez à donc déterminer la plateforme sur laquelle vous souhaitez communiquer, il faut ensuite voir le format. Donc là, vous allez vous intéresser un peu à l'algorithme. C'est quoi un peu les règles du jeu de cette plateforme? On sait que par exemple sur TikTok, je suis coincé dans la barre des 300, il faut que dans les 2 premières secondes, vous ayez capté l'attention de votre auditeur. C'est un peu comme la phrase d'accroche dans votre commentaire d'arrêt ou dans votre dissertation. Vous voyez, on vient toujours aux fondamentaux. Bon, TikTok, j'y arrive pas. Moi, ça n'a jamais marché. J'ai 2-3 vidéos qui ont percé, mais vraiment, c'est un coup de bol. Je n'ai pas détecté encore comment déceler l'algorithme. YouTube, ce que j'ai remarqué, c'est que les vidéos qui font une quinzaine de minutes, rarement plus, fonctionnent plutôt bien. Ça, c'est quelque chose qui est un format qui ressort régulièrement. Donc, une quinzaine de minutes, c'est plutôt bien comme format. Pas trop long, pas trop court. On a remarqué aussi que nous, le vendredi, à 14h, ça marche bien. C'est vraiment les meilleures vidéos qu'on fait, c'est le vendredi à 14h. Mais on a testé plein de choses, hein. Ça fait 6 ans que je suis sur YouTube, donc j'ai commencé à voir quand même pas mal de vidéos. Donc on teste, on réitère. Les réseaux, c'est un peu comme un billet de loterie. Vous pouvez gagner le gros lot à tout instant, et il suffit juste de jouer. Donc vous publiez vos vidéos, et puis si ça passe, bah, tant mieux, hein, c'est le jackpot. Si ça passe pas, c'est pas grave, vous recommencerez. Vous pouvez aussi changer ensuite les couvertures. J'ai fait une vidéo qui a été un échec cuisant il n'y a pas très longtemps, c'est qui est David Guyon.
Je me doutais que ça n'intéresserait pas grand monde. C'était confirmé par l'algorithme, hein, je crois qu'on a fait 300 vues. Mais pour autant, le contenu est bien. Enfin, je pense que le contenu est intéressant. On parle de l'aide juridictionnelle, on parle de la protection juridique, on parle des délais normalement de la justice. C'est des sujets qui permettent de rendre accessible la justice et de comprendre pourquoi vous mettez 3 ans, 4 ans, 10 ans pour avoir une décision de justice. Donc ça intéresse potentiellement plein de gens. On va reprendre la vidéo, on va changer la miniature, on va changer le titre, évidemment. Et à ce moment-là, on verra, on remettra une pièce dans la machine et puis il y a de fortes chances qu'on batte notre record de 300 vues. C'est la pire vidéo qu'on a faite récemment. Bon. Alors, tu veux un truc? Moi, j'aimerais faire un pari avec toi. Tu marques mon avis sur l'aide juridictionnelle. Et je suis sûr que tu vas exploser avec la même vidéo. Ok. On le tente? Et après, on tente souvent. Ah ben oui, ben voilà, hein. Avec le fameux A et B, c'est-à-dire que avec le même contenu et deux vignettes différentes, on voit vraiment la différence, hein. Ouais. Et nous, on a remarqué que donc là, on a une IA sur YouTube qui permet justement de proposer davantage une version de votre vidéo plutôt qu'une autre. En fait, ils vont mettre 2 vignettes et après, vous avez les statistiques sur laquelle des deux a le mieux marché. Et pareil, parfois, on a des différences. C'est 30% par exemple de notre public qui va regarder la vidéo contre la même vidéo ou une autre vignette, on a 60-70%. Donc il y a vraiment des différences flagrantes. Donc là, il y a pas de secret, hein. Soit vous êtes un génie de la communication. Ils sont rares, j'en ai embauché quelques-uns, je les ai pas gardés. Donc c'est vraiment une qualité qui est très rare. Soit vous tentez, vous testez, vous recommencez. Pour YouTube, pour ce qui me concerne, moi, c'est un canal d'acquisition infini de clients. Mes clients, la plupart du temps, je rentre dans le CRM quand ils m'ont connu. J'ai un peu de bouche à oreille, comme quoi ça fonctionne évidemment. Mais j'ai quand même surtout, je vous ai vu sur les réseaux. Et peut-être que ça fera une transition. Et ChatGPT m'a recommandé votre nom. Non, mais il y a certains écueils qu'on vit. D'ailleurs, en termes d'image et de confiance en soi, parfois, on est un peu, on va dire, un peu chamboulé parce qu'on peut faire un travail de fond considérable, penser qu'on apporte une plus-value. Et si malheureusement vous publiez au mauvais moment, avec peu de réactions, ben, vous faites un flop et parfois c'est incompréhensible. Alors que, à l'inverse, des contenus que je considérais de qualité très très moyenne explosent complètement. J'ai un short sur YouTube où j'explique une petite astuce sur l'IA. On a fait 240 000 vues. C'est complètement fou. Mais j'ai pas compris parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'algorithme, une fois qu'il est excité, d'un seul coup, c'est exponentiel. Ça monte, ça monte, ça monte. Et on voit les statistiques. Et aujourd'hui, il faut distinguer deux choses. D'un côté, le respect rigoureux qu'on peut avoir d'un point de vue intellectuel lorsqu'on propose du contenu. Et de l'autre, la notion qui est retenue par YouTube, c'est tout simplement la performance algorithmique de l'attention. YouTube, il recherche qu'une seule chose, c'est combien de temps on va retenir l'internaute sur la chaîne. Et donc, à partir du moment où la personne commence à bâiller et à zapper, eux, ils le savent automatiquement sur l'algorithme, et de suite, vous êtes rétrogradé. Et dans notre exercice professionnel, qui est un exercice déontologique, il y a une frontière qui est très compliquée à maîtriser. On est sur une crête, hein. C'est d'un côté donner une information loyale avec un raisonnement intellectuel et qui développe aussi également notre autorité, et de l'autre, éviter tout ce qui est sensationnalisme dans la mesure où une vidéo où j'aurais une punchline très importante permettrait d'avoir plus de vues. Et ça, à chaque fois, cette frontière, c'est un questionnement interne en disant, est-ce que je suis digne dans ce que je fais? Mais être digne, ce n'est pas aller à l'encontre de la liberté d'expression. Hein, on défend la liberté d'expression sur les réseaux? On va en parler. Oh, tu me tends le bâton pour me faire battre. La liberté d'expression n'est pas absolue. Mais avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est plus un juge qui vous le dit, c'est une plateforme privée étrangère qui décide de ce que vous avez le droit de dire ou de ne pas dire. Alors il y a beaucoup de réglementations de la Commission européenne qui a poussé aussi à réglementer l'usage des réseaux sociaux, à tort ou à raison. Mais en tout cas, aujourd'hui, une chose est sûre, vous avez des algorithmes qui vont pousser ou au contraire enfoncer vos vidéos en fonction du sujet que vous allez aborder et la manière dont vous allez l'aborder.
J'ai parlé lundi du scandale du périscolaire à Paris, scandale abominable, enfin bref. Et clairement, même si je n'ai jamais sorti le mot ou les mots qui pouvaient être problématiques, la vidéo a été pas strikée, mais vraiment, on a été une visibilité qui est vraiment minuscule. Donc, l'algorithme joue quand même avec notre liberté d'expression. Moi, ce que je trouve dangereux dans cette position-là, c'est qu'on a effectivement une absence totale de juge, pas de juridiction. Hein. C'est pas un juge national qui décide ce que vous avez le droit de dire ou ne pas dire. Vous avez une société privée qui s'arroge le droit de décider de ce dont vous avez le droit de parler ou non. Moi, j'ai fait des publicités sur les recours Nouvelle-Calédonie. Vous savez, en Nouvelle-Calédonie, il y a eu des événements fâcheux qui se sont déroulés en mai 2024. Et je parlais donc de la responsabilité de l'État, notamment sur le régime de responsabilité de l'État du fait des attroupements. Vous voyez, un sujet un peu juridique, mais qui pour les clients peut vraiment changer la phase de leur vie, puisqu'il y a d'un côté, j'ai pas d'indemnisation et j'ai tout perdu, et d'un côté, j'ai peut-être une indemnisation et donc une chance d'obtenir réparation. Donc c'est un vrai sujet de société, c'est un vrai sujet juridique avec des décisions qui ont été favorables rendues en Nouvelle-Calédonie en décembre 2025. Donc on est sur quelque chose de sérieux. Eh bien, Meta a décidé que c'était un sujet qui était politique et donc je ne pouvais pas en parler. Pourquoi Meta décide de ce que j'ai le droit ou non de parler? Et s'il décide que c'est un sujet politique auquel je n'ai pas le droit de parler, de faire de la publicité dessus, est-ce que j'ai un recours pour contester cette qualification? J'ai pas de recours. Donc c'est juste, je suis pénalisé, je paye mes publicités comme tout le monde, hein, le budget n'a pas baissé, mais par contre, je n'ai plus aucune visibilité. Et ça pénalise évidemment l'ensemble du compte. Ce qui amènera, je pense qu'on en parlera dans un deuxième temps, à cette réflexion que je suis en train d'initier depuis quelques mois sur la déplatformisation, c'est-à-dire comment on fait pour sortir de la dépendance de l'algorithme et des plateformes. Et là, je vous donnerai peut-être 2-3 astuces pour essayer d'aller capter la data et la récupérer pour faire en sorte de ne pas être dépendant des réseaux sociaux. Bon, on peut l'aborder à ce point, parce que c'est un point qui est important. En fait, il y a l'envers du décor. C'est-à-dire que on peut que vous inciter à développer votre audience en fonction de votre domaine d'intervention, vos compétences, et, euh, et on est derrière vous, hein, sincèrement. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, ne serait-ce que pour ce que fait David, puisqu'il est sur une ligne de crête. Vous lui avez expliqué que parfois l'algorithme peut le sanctionner, mais en tout cas, il permet une véritable liberté d'expression sur sa chaîne. Mais parfois, on peut l'oublier, nous ne sommes que des invités finalement sur YouTube, parce qu'on nous met à disposition gratuitement, et donc ils ont tendance à pouvoir changer les règles. Et ça crée des écueils, non pas des moindres. J'abordais, lorsqu'on a préparé cette intervention, le questionnement de l'épuisement intellectuel, l'épuisement créatif que l'on peut avoir. C'est-à-dire que vous avez un algorithme qui va vous demander de publier régulièrement. Je vous rappelle qu'on est avocat. Je vous rappelle que notre principale activité, c'est défendre nos clients, traiter des dossiers, produire des actes. Ce n'est pas faire du contenu. Sauf qu'à un moment donné, lorsque l'on veut sortir de cette fameuse sandbox, c'est-à-dire d'un niveau où on est invisible, eh bien, il faut faire des efforts. Donc, on fait ces efforts de contenu, de qualité. On arrive à comprendre un peu l'algorithme, puisque là encore, il n'y a pas d'université de l'algorithme de YouTube, qui d'ailleurs peut changer à tout moment, puisque l'algorithme, ils ont totalement cette liberté de pouvoir changer les règles. Ce qui est vraiment une difficulté, mais c'est comme ça, on joue le jeu. Et à un moment donné, on se retrouve totalement épuisé parce que si vous sortez pas vos 2 ou 3 vidéos par semaine, eh bien, vous allez voir très rapidement, votre audience va commencer à baisser et vous allez passer vers d'autres rythmes. Or, vous êtes en concurrence avec le monde entier. Et donc, celui qui produit tous les jours, bah, automatiquement, a plus de chances d'être devant vous. Et ça, c'est une difficulté. Surtout qu'avec l'IA, maintenant, on peut produire du contenu de manière quasiment automatique ou semi-automatique. Deuxième difficulté que je vois avec ces plateformes, c'est de bien distinguer entre la sphère privée et publique. On va éviter, ne serait-ce que par rapport à nos obligations déontologiques, d'exposer des affaires personnelles de nos clients, ou du moins avoir suffisamment de délicatesse pour ne pas permettre qu'ils soient identifiables si jamais vous avez un dossier très important pour lequel vous voulez communiquer, partager vos astuces, etc. Donc, ça se sert par rapport aux données. Là encore, il faut vraiment être très, très, très vigilant.
Autre difficulté, et c'est un risque qui n'est pas des moindres, c'est lorsqu'on investit autant de temps. Qui dit du temps dit de l'argent, puisque il faut monter les vidéos, parfois passer par quelqu'un qui fait du graphisme, etc., pour avoir quelque chose, un rendu très professionnel. Vous allez investir ce temps durant des années. Et si un jour, là-haut ou ailleurs, je ne sais où, on décide de vous rétrograder, de vous sanctionner ou de vous bloquer, et bien, du jour au lendemain, c'est terminé. Alors, bien entendu, vous pourrez toujours faire un recours juridictionnel, mais vous aurez un résultat dans 2 ou 3 années après, qui vous donnera peut-être raison, mais en tout cas, vous aurez perdu votre audience. C'est un peu ce qui s'est passé, et sans faire de politique sur ça, mais c'est un peu ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes. À un moment donné, ils ont décidé de bloquer les comptes des Gilets jaunes et des personnes qui avaient une audience très importante pour pouvoir mobiliser des personnes sont trouvées tout simplement rétrogradées. On a su, lorsque Elon Musk a racheté Twitter, les fameux Twitter Files, que des membres de la DGSI pouvaient, avec un petit bouton, appeler Twitter, Facebook, etc., et désactiver des comptes avec des bonnes ou des mauvaises raisons. Je ne suis pas là pour juger, je dis simplement que ça existe. C'est pas du complotisme de vous dire ça, c'est du concret. Mais face à ça, on est un peu démunis. Voilà, lorsqu'on est de bonne foi, surtout. Et enfin, il y a un dernier risque, c'est le risque de la réputation. Parce que à vouloir faire le buzz, à vouloir exciter cet algorithme, eh bien, parfois, on peut y perdre sa dignité. Donc ça, c'est une difficulté dont on a parfaitement conscience. Et vous devez en avoir conscience, c'est pour ça que je vous en parle. Si vous voulez vous lancer, eh bien, réfléchissez avant tout déontologie, parce que si votre bâtonnier vous appelle en disant bon, faut qu'on en discute, il sera presque déjà trop tard, vous voyez. Donc on va essayer d'éviter tout cela. Oui, j'ai d'ailleurs déjà eu une plainte à ce sujet sur un post qui n'avait pas plu. Donc évidemment, c'était pas l'objectif, mais comme quoi c'est un risque. Alors, peut-être j'avais envie de rebondir sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte de maximiser à la fois son temps d'avocat, puisque notre métier, c'est être avocat, c'est pas de créer des contenus, mais en même temps, créer des contenus nous permet de développer notre activité. Donc, on est quand même dans une petite roue du hamster. Moi, je vais vous donner 2-3 astuces que j'ai mises en place, et puis vous ferez évidemment ce que vous voulez. La première astuce que j'ai mis en place, c'est que j'ai mis un rendez-vous hebdomadaire me permettant de tourner quasiment toutes mes vidéos sur... on prévoit à peu près 2 heures, il y a 2 heures de tournage, il y a 2 heures de préparation. Donc c'est 4 heures dans ma semaine qui me permettent de créer du contenu que je vais pouvoir diffuser sur plusieurs semaines. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Donc le rendez-vous, vous êtes toujours plus productif quand vous faites une activité sur la longue durée. Donc vous voyez, faire des tournages, des petits tournages régulièrement, vous prendra plus de temps. Donc c'est bien de pouvoir dire, là, c'est mon moment de tournage, je ne fais que ça. La deuxième chose, il y a des outils IA. Vizard. C'est ça, on a l'outil Vizard qui vous permet, lorsque vous lui mettez une vidéo qui est assez longue, ça peut être une vidéo d'1 heure par exemple, qu'il vous prépare automatiquement des short vidéos. Et on peut dire que tous les 4 à 6 mois, la qualité de ces short vidéos est vraiment de bien meilleure qualité que ce qu'elle était auparavant. Donc on a des short vidéos qui parfois peuvent vraiment égaler celle d'un monteur vidéo professionnel qui va être amené à monter une vidéo avec du b-roll, avec une phrase punchy et puis derrière un générique de fin. Donc on a des outils qui permettent d'automatiser. La troisième chose, quand vous arrivez à un certain niveau d'activité, vous pouvez déléguer. Moi, c'est ce que j'ai préféré faire. C'est-à-dire, au départ, j'ai fait appel à des prestataires externes, voir un peu s'il y avait un besoin, puisque je ne savais pas si j'avais une régularité dans le besoin. Donc, le prestataire externe, c'est bien, c'est souple, puisque vous pouvez lui dire la mission va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, ou pas du tout, ça s'arrête, ça ne marche pas. C'est des frais qui sont variables, puisque en fonction de la quantité de travail et de besoin, votre tarif peut augmenter, vous négociez avec lui. Bref, c'est que de la négociation. Ensuite, j'ai fait la deuxième étape. Quand j'ai constaté que j'avais un besoin récurrent, j'ai fait ce qu'on appelle l'alternance. L'alternance, il y avait quelques aides à l'époque qui étaient plus ou moins intéressantes. On a travaillé notamment avec l'école qui est ici à côté, Innov. On remercie parce que c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec eux et d'avoir des étudiants de leur école. Et puis, on a constaté très rapidement que cet alternant qui était présent chez nous à peu près 3 semaines dans le mois, en fait, il croulait sous le travail. Donc on avait notre prestataire externe, on avait notre alternant, et en fait, on a constaté qu'on avait un vrai besoin, un besoin régulier, récurrent. Et donc là, la troisième étape
de ma réflexion qui a été la mienne, c'est de dire, bah, j'embauche. J'embauche. Un cabinet avocat est un opérateur économique au sens du droit de l'Union européenne. Je paye de l'IS, je paye de l'URSSAF, je paye 20% de TVA. Pourquoi devrais-je m'interdire d'implémenter dans ma structure commerciale des postes que l'on retrouve dans d'autres activités commerciales? Donc, on a décidé qu'on allait avoir un monteur vidéo qui est ici présent, un service marketing et un service commercial. Et là, bah, vous révolutionnez le game. La question n'est plus de savoir si vous allez réussir à faire face à la vague de demandes. La question, c'est comment on va faire pour exécuter toutes les demandes qui sont arrivées jusqu'à notre cabinet. Et là, vous rentrez dans ce qu'on appelle l'enfer opérationnel. C'est là où je suis. Il n'y a pas de solution miracle, hein. Finalement, c'est du travail, beaucoup de travail, du recul et surtout mesurer le retour sur investissement. Je crois que quand on peut consacrer autant de temps aux réseaux sociaux, ben, il faut surtout pas oublier qu'une fois de plus, ce que je vous dis tout à l'heure, vous êtes avocat et que dès le moment où l'usage de ces réseaux sociaux vous met en difficulté sur le traitement d'un dossier, parce que malheureusement, on a l'une des professions les plus chaotiques, hein. Les conclusions de l'adversaire qu'on reçoit la veille d'une clôture et qu'il faut vite, 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 vite aller faire ses recherches et contre-argumenter. Et heureusement qu'on a maintenant des outils d'IA qui sont vraiment performants, qui nous permettent d'y faire face. Mais bon, ça a ses limites. En tout cas, il faut surtout pas que bah, l'activité sur le réseau social vous mette en difficulté. Mais je procède comme David, c'est-à-dire que c'est le vendredi après-midi, je trouvais que c'était le meilleur moment pour s'organiser. Et après, c'est une question de discipline du temps. Donc, il faut être discipliné, il faut être récurrent dans ses publications, donc être discipliné dans son calendrier d'édition. Et si vous faites ça, sincèrement, ben, l'année prochaine, j'aurai beaucoup de plaisir à être de l'autre côté, et vous écouter et nous faire partager votre expérience. Du coup, ça m'évoque juste une question, c'est parce qu'on a cette discipline, je trouve que la méthode, elle est hyper bien de se caler dans l'agenda, suivre son calendrier. Euh, Quelles sont les statistiques que vous allez suivre vraiment concrètement qui vont vous dire, OK, là, j'ai été cohérent et comment je réoriente aux besoins? Est-ce que vous avez deux, trois conseils juste sur ça? Parce que ça m'évoque ça si un peu, je sors un peu. Alors nous, on a fait un sondage. C'est bien les sondages. Pour connaître un peu plus notre clientèle. Moi, j'ai cru très longtemps que j'avais créé une communauté. Et non, je n'ai pas du tout créé une communauté. J'ai une communauté, hein, j'ai 5% des gens qui me suivent, c'est vraiment des gens qui sont passionnés par ce qu'on raconte. Il y en a 95%, ils viennent parce que l'information que je leur donne est de qualité et qu'ils peuvent s'appuyer dessus. Parce que je ne l'ai pas expliqué, mais chaque vidéo YouTube a son article juridique qui l'accompagne. Donc en fait, vous avez du référencement sur YouTube, qui est un moteur de recherche, et vous avez du référencement sur Google, qui est aussi un moteur de recherche. Donc quand vous mettez les deux ensemble, évidemment, après, vous êtes recommandé dans l'IA. Donc, moi, ce que j'ai constaté, c'est que 95% des gens viennent me voir parce que l'information qu'on va donner est utile et pertinente, et ils prennent ensuite rendez-vous avec nous parce qu'il y a ensuite tout le mécanisme qu'on met en place avec le service marketing pour faire en sorte que ce soit facile de nous contacter. Ça, donc, la première chose, quel est le besoin de notre client? Ça, c'est la première chose. Je ne l'avais pas déterminé. J'ai mis 6 ans avant d'essayer de faire ce sondage. Merci Marie, parce que sans elle, on n'y aurait pas pensé. La deuxième chose, c'est quelles sont les catégories socio-professionnelles qui me regardent? Est-ce que ce sont des jeunes, des moins jeunes? Est-ce que ce sont plutôt des femmes, des hommes? Quelles sont les professions de ces personnes? Parce que en fonction de ces informations, votre message ne va pas être le même. Donc moi, j'ai découvert que j'avais 60% de femmes entre 50 et 70 ans, des baby boomers, les propriétaires, ceux qui ont un peu plus de moyens, effectivement, que la grande majorité des personnes qui peuvent regarder ma chaîne YouTube. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, on a potentiellement une clientèle qui va être soit vers la fin de sa carrière, soit au début de la retraite. Et donc, en ce moment, il y a des réformes sur le cumul emploi-retraite. Donc, on s'est dit, on va faire des sujets là-dessus. Boum, bingo, effectivement, ce sont les meilleures vidéos qui ont marché sur la chaîne YouTube. Quand je dis les meilleures, c'est 150 000 vues, hein. Ça parle pas trop, 150 000 vues, mais C'est énorme. ça vous donne à peu près une dizaine de rendez-vous par semaine où les gens vont payer pour pouvoir avoir un rendez-vous avec vous.
Et derrière, après, on verra s'il y a des devis ou non. Mais en tout cas, évidemment, ça crée tout de suite de la demande. Donc, de savoir à qui j'allais parler m'a permis de qualifier mon message. Donc, la première chose, c'est le sondage. La deuxième chose, à qui vous parlez. Et la troisième chose, c'est un peu ce que fait Patrice, c'est le lead magnet. Le lead magnet, pour ceux qui font un peu de marketing, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir offrir pour aller récupérer ce qui a vraiment de la valeur, c'est-à-dire la data. J'ai mis très longtemps à comprendre, mais c'est quoi la data? Pourquoi on me parle de data? Je voyais le vol de données personnelles, je ne comprenais pas forcément, mais effectivement, pour sortir de l'algorithme et donc pour déplatformiser, il faut que vous puissiez avoir accès aux données personnelles de vos clients. Numéro de téléphone, adresse mail. Pourquoi? Parce que si demain, par exemple, vous avez une réforme sur le cumul emploi-retraite, vous êtes informé dessus, et que dans votre base de données, vous avez 10 000 adresses mail de personnes dont vous savez qu'ils sont hyper qualifiés, puisqu'ils vous ont donné leurs données personnelles au moment où vous leur avez remis, par exemple, un fascicule offert. Eh bien, vous avez potentiellement 10 000 prospects. Et si on part sur un taux de conversion à 1%, vous avez donc potentiellement une centaine de personnes qui pourraient avoir besoin de vos services. Et donc là, vous commencez à comprendre pourquoi la data est une ressource fondamentale. Tant qu'elle reste dans les algorithmes des réseaux sociaux, elle ne vous appartient pas. Et donc, potentiellement, c'est une clientèle que vous ne pourriez pas forcément toucher. Donc voilà, pour moi, les 3 astuces que j'aurais aimé connaître dès 2020. J'aurais gagné 6 ans, je pense. Alors, pour rebondir sur une des astuces que tu as données, en ayant fait ce sondage, tu as pu comprendre quelle était ta, ta cible, en fait. Tout à fait. En fait, moi, j'ai fait l'inverse. J'ai dit, moi, ma cible, c'est les confrères. J'ai ouvert le compte LinkedIn. En fait, c'est un compte que j'avais depuis 7-8 ans, mais il n'y avait aucune publication. Je devais être à peu près à 300 abonnés. Et j'ai décidé l'année dernière, donc ça fait tout juste une année, de publier du contenu sur l'information de l'IA juridique. Et donc, j'ai ciblé, j'ai dit, bah, que cherchent les confrères comme information face à cette révolution? Et en parallèle, que cherchent du coup les juristes, les magistrats, les notaires, les commissaires de justice. Et donc, du coup, j'ai ciblé exactement toutes mes publications et j'ai préparé, j'ai un skills, c'est-à-dire que je prépare mon contenu. Mon skills va me faire un pourcentage en m'indiquant, ben là, tu sors un peu trop de la cible que j'ai déterminée. Et ensuite, je retravaille mon article. Donc, les articles que vous pouvez lire, il n'y a jamais d'articles qui sont faits par l'IA. C'est toujours des articles qui sont hybrides. C'est-à-dire que moi, j'utilise l'IA comme un support cognitif, un amplificateur pour pouvoir aller encore plus loin dans mon raisonnement ou avoir des informations. Et en ayant ciblé, ben là, ce matin, on était à 12 200 abonnés. Donc, j'ai eu plus de 10 000 abonnés en un an, qui, sur LinkedIn, est assez sympa parce que l'algorithme vous bloque. Ils font exprès de pas trop surcharger, on va dire, vos diffusions. Pourquoi? Parce que, bah, de l'autre côté, les professionnels, confrères, veulent pas être submergés de trop d'informations. Donc, c'est compliqué pour pouvoir grandir, mais on grandit à peu près de 1000 nouveaux abonnés sur LinkedIn, alors que sur YouTube, ben, je suis arrivé à plus de 120 000 abonnés, quasiment en 18 mois. Mais parce que c'est aussi à un moment donné où l'algorithme sur le short me mettait en valeur, et surtout parce que j'étais dans une niche, il y avait personne qui diffusait du contenu sur de l'IA, en plus juridique. Et du coup, quand je fais les statistiques, j'ai beaucoup de personnes qui sont au Canada, au Maghreb, enfin, tous les pays francophones en fait, hein. Et je vois ça se développer régulièrement dès qu'on poste. Mais depuis, il y a eu plein de petits-enfants, comme je dis. Il y a des personnes qui se sont lancées là-dedans. Et c'est génial parce que ça crée une émulsion. Du coup, on va pouvoir conclure. Oui, bah, pour conclure, là, je pense que je suis arrivé à une mesurée. Donc, du coup, oui, effectivement, on va pouvoir conclure. On est arrivé au bout des idées, effectivement. C'était important que tu reviennes sur la partie de data parce que je pense qu'on a besoin d'analyser après tout ça à partir du moment avec déterminer notre cible. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions particulières à poser au délibératé? Juste une question pratique. Est-ce que, comme les influenceurs, en fonction des plateformes qu'ils ont utilisées, donc pas LinkedIn, mais peut-être TikTok, est-ce que vous touchez une rémunération? Et quid au niveau du, comment dire,
de la manière dont on le rentre en comptabilité. Enfin, j'ai aucune idée de ce que ça pourra apporter, j'en sais rien, mais comment est-ce qu'on le rentre en comptabilité? Dans quelle mesure il faut trouver un équilibre entre la prestation d'avocat et le et cette éventuelle rémunération? Peut-être à les plus, j'en sais rien du tout. Mais si vous avez beaucoup, beaucoup de vues, peut-être que ça peut générer effectivement des revenus, même si c'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des clients, des prospects. Mais peut-être que est-ce que vous avez été débordé par ça? Et comment vis-à-vis de l'ordre, de la comptabilité, de Et ben, c'est justement pour pas avoir tous ces problèmes déontologiques et intellectuels que, personnellement, et ça ne me fait pas quelqu'un de vertueux, j'ai refusé la monétisation de ma chaîne. Donc on a la possibilité, c'est dans le studio YouTube, de pouvoir faire ça. Personnellement, je n'ai aucun jugement des personnes qui peuvent monétiser ou pas. Au contraire, je considère que lorsqu'on fait du contenu de qualité et qu'on a une audience, ça paraît logique de monétiser. Mais j'ai pas voulu parce que justement, je voulais pas être confronté à ça. Et je voulais encore garder une certaine liberté. Voilà. Voilà, moi, je voulais pas rentrer là-dedans. Donc j'ai une liberté. Mais encore une fois de plus, ça en fait pas de moi une chaîne plus vertueuse. Alors moi, à l'inverse, j'ai le plus rapidement possible monétisé cette audience. J'avoue que je me suis pas du tout posé la question de savoir sous quel format on allait le déclarer. C'est mon expert comptable qui s'en charge, mais ce sont des revenus personnels. Et pour être parfaitement transparent, c'est entre... Comment? je veux pas que ça devienne trop avant dans l'équilibre. Ah, On donne la marge. C'est accessoire. oui. C'est accessoire. Non, Oui. Est-ce que c'est vérifié? Après, enfin, c'est dérisoire. Non. Je sais pas comment ça va être perçu. Non, Non, mais c'est... en fait, j'ai regardé parce que j'ai envoyé hier tous les justificatifs de versement YouTube. C'est entre 500 et 1000 euros par mois de revenus YouTube. Mais c'est vraiment dérisoire. oui, non, mais J'ai un confrère qui générait 5000 euros par mois de YouTube, mais voilà, c'était une autre catégorie. Peut-être qu'on y viendra. En tout cas, à ce moment-là, je m'interrogerai davantage sur cette question-là. Mais c'est vrai que là, sur les ordres de grandeur, bon, voilà, c'est pas grand-chose. Je crois qu'on a touché 2 centimes sur TikTok. Voilà. J'ai 1 centime de plus par semaine, donc voilà, je suis content. Et, mais après, oui, il y a des mois où on peut toucher 1000 euros, 1200 euros juste de YouTube. Donc si ça devient régulier, je pense qu'on y réfléchira à ce moment-là. Mais je me suis pas posé la question de ma liberté d'expression par rapport à cette rémunération YouTube. C'est-à-dire que je me suis déjà fait suspendre mon compte. S'il faut, je me le referai suspendre, il n'y a pas de souci là-dessus, parce que je suis vraiment dépendant de personne. Vous voyez, je dis toujours dans le RIN, si vous êtes obligé d'expliquer que l'avocat est libre et indépendant, peut-être qu'il est pas tant que ça, vous voyez. Et certains de mes confrères m'avaient dit, il y a des fois, je ne peux pas prendre de position médiatique sur certains sujets, parce que comme je travaille avec certaines compagnies, ou que j'ai certains marchés publics, ou que politiquement, ça passerait pas, donc je vais rien dire. Et je trouve que là, par exemple, on a une vraie question d'indépendance qui peut se poser. Et pour moi, YouTube, aujourd'hui, ne pose pas cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres j'avais une autre cible, qui est peut-être pas spécifique aux réseaux sociaux, mais c'est par rapport au problème du référencement. Donc c'était plutôt par rapport aux RIN et par rapport aux obligations déontologiques qu'on a. Hem, pour, pour vous faire référencer, est-ce que vous utilisez des outils comme, enfin, je sais pas, Google Ads, enfin, je sais pas, technique et c'est le seul truc que je connais, là. Ici, pour quasi les payer pour avoir je suis peut-être d'autres sur la quantité qu'on a demandé. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est pas autorisé? Quelle est la marge de manœuvre, voilà, qu'on a par rapport à ça? Parce que moi, ça me faudrait être dans les... oui. On a pu faire du AdWords, c'est-à-dire acheter des mots pour pouvoir faire décoller certaines vidéos qui, à un moment donné, n'étaient pas du tout référencées et sortir un peu de cette fameuse sandbox. Après, Une sorte de sollicitation qui est autorisée par... oui, oui, oui. Ce qui compte, c'est le contenu, en fait. Dès le moment où le contenu est digne, il n'y a pas de fausse information, on n'est pas en train de comparer entre deux confrères des résultats ou de promettre un résultat, ce qui est totalement interdit par le RIN, il n'y a aucune difficulté de ce point de vue d'utiliser du AdWords, c'est-à-dire une sorte de publicité. Mais une fois de plus, c'est les principes généraux de nos obligations déontologiques qui s'appliquent. Moi, j'ai une devise, c'est mieux vaut demander pardon que la permission. C'est mon côté avocat. Ouais, je suis devenu avocat parce que je voulais combattre les injustices et que je voulais être libre et indépendant.
Je pense qu'effectivement, on est à un moment de notre, ce que je disais tout à l'heure à Patrice, quelle chance on a d'être avocat aujourd'hui. J'ai raté, l'innovation d'internet, j'avais 10 ans, je l'ai raté. Je vais pas rater l'IA. Je la raterai pas et sur la question des ads, il faut distinguer le SEO et le SEA. Le SEO, c'est le référencement naturel, donc là, c'est Google qui va, en fonction des questions les plus posées par son audience, va mettre référencer des articles, des articles plus en avant. Vous avez des outils qui vous permettent d'optimiser votre SEO. Moi, j'utilise beaucoup The Sot SEO, qui permet en fait de pouvoir rédiger un article juridique avec un score. Donc, il y a des mots qui doivent apparaître dedans. Donc, quand on rédige un article juridique, on ne fait pas comme ça. En fait, on regarde en fonction de cet outil-là les questions les plus posées et on y répond. Et là, votre article, vous êtes sûr qu'il va sortir. Nous, on a des très très bons articles, on est bien référencés grâce à cet outil. Par contre, la rédaction d'un article qui pouvait prendre parfois 1 heure au grand maximum, là, c'est plus sur 2 heures, 2 heures et demie. Parce que vous devez caler un maximum de mots. Donc ça, c'est le SEO. Le SEA, c'est le référencement payant. Donc là, nous, on a effectivement des publicités que l'on fait. Il faut faire attention à la sollicitation. Je vois qu'il y a Arnaud qui est ici présent. J'en ai déjà parlé avec lui. Donc il faut être, on va dire, subtil. C'est-à-dire que vous ne devez pas dire aux gens, appelez-moi, c'est moi le meilleur. Il faut leur faire comprendre que vous êtes l'expert du problème que vous venez d'évoquer. Donc évidemment, s'ils ont ce problème, vous venez d'en parler, vous êtes automatiquement dans leur esprit celui qui peut résoudre ce problème-là. Donc il n'y a pas besoin d'être sursollicitant, il n'y a pas besoin d'être dans une publicité qui serait mal faite, ça se ressentirait. Je pense que moi, ce qui en tout cas prime, c'est l'authenticité. Quel est le message que je vais mettre en avant et quelle est la solution que je peux apporter. Évidemment, tout en rappelant que ils n'achètent pas un téléphone portable, hein. Donc, s'ils se soumettent à une procédure judiciaire, il y a toujours un aléa et c'est pas automatique d'avoir gain de cause. Et dans ce référencement payant, vous ciblez quoi, les particuliers ou par exemple les confrères, ça pourrait être. En fait, vous allez cibler des mots-clés. Donc, Comment on peut choisir qui est la cible? alors, vous avez des données démographiques sur l'âge des personnes. Donc, quelqu'un qui n'a pas, qui a moins de 30 ans, automatiquement, s'il fait de publicité pour des confrères, vous allez l'exclure parce que vous allez chercher des personnes un peu plus qualifiées. Et après, c'est le mot-clé. Donc, si dans vos mots-clés, vous marquez le mot avocat et que la personne tape le mot avocat, ben, votre vidéo, il faut qu'elle traite du sujet d'avocat, bien entendu, parce que vous avez des scores de qualité. C'est-à-dire que si vous achetez des mots-clés qui ne correspondent pas du tout au contenu, et oui, oui, c'est-à-dire c'est une publicité que vous achetez de manière indirecte, vous achetez un mot-clé, eh bien, l'algorithme va vous sanctionner et le mot-clé, pour écouter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 euros le clic. Après, ça part dans des sphères inimaginables. Par contre, si le sujet que vous traitez correspond au mot-clé, donc en fait, vous souhaitez sortir un peu de ce problème de l'algorithme, et bien à ce moment-là, l'indice qualité est plus important et le clic pourrait vous coûter 10 centimes. Tout ce que j'entends, c'est en fonction du nombre de clics qu'on paye ce référencement en fonction du Oui, mot-clé. oui, Il y a de mettre bien sûr, bien sûr. Dans les campagnes, vous pouvez très bien dire, l'investissement lié. oui, c'est ce que je développais tout à l'heure en disant, voilà, il faut voir ce retour sur investissement en termes de temps, également d'argent, si vous faites des campagnes payantes. Et à ce moment-là, vous allez dire, je mets un budget de 1 000 euros. Il y a des confrères sur le SEO, pas SEA, pardon, sur leur site internet. Il y a un confrère qui fait du droit pénal, droit routier, permis, qui a un budget de 50 000 euros par mois, parisien. Donc après, ça peut partir, ça peut aller très très loin, mais il faut être très, très vigilant surtout sur le retour. Et là encore, pareil, d'un point de vue déontologique, vous vous vendez pas une prestation. Vous allez transmettre une information pour augmenter votre autorité. Et là, vous êtes dans les clous, il n'y a aucun problème d'un point de vue déontologique. À aucun moment, vous dites je suis le meilleur, et donc avec moi, vous allez gagner à coup sûr, etc. Enfin, c'est le bon sens après, hein, après, voilà. Du coup, on a terminé la séquence. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, à venir voir, les intervenants, parce qu'il est déjà 12h30, je Ah pense qu'on oui, aura envie de on manger va aussi. manger, hein. Et donc, voilà, merci beaucoup pour votre temps et à très vite sur les autres interventions.